Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24. À la une de ce journal, le cabinet Zengonde 3 entre en fonction et le mardi 8 mai 2018 à 11 h, le nouveau gouvernement participera à son premier conseil des ministres convoqué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au Tchad, démission du Premier ministre et de son gouvernement avant la promulgation de la Constitution marquant le passage du pays à la 5e République. En Turquie, le CHP, principal parti de l'opposition laïque, a désigné ce vendredi Muharrem İnce, un de ses élus les plus combatifs pour défier Recep Tayyip Erdogan lors des élections présidentielles anticipées du 24 juin. Voilà pour le sommaire. L'actualité au Gabon reste marquée par le gouvernement Zengonde 3 qui est désormais connu. Les détails avec le secrétaire général de la présidence de la République. Par décret du président de la République en date du 4 mai 2018, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le gouvernement de la République est formé ainsi qu'il suit. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale, M. Régis Imongo Tatangani. Ministre d'État, de la Justice et des Droits humains, garde des Sceaux, M. Edgar Anissé Bumbu Miyakou. Ministre d'État, ministre de la Santé et de la Famille, Madame Denise Mekam Edzizi Epoustati. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale, M. Étienne Massar Kabinda Makaga. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Lambert Noël Mata. Ministre d'État, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. Guy Bertrand Mapangou. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, M. Francis Nkea Nzigué. Ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme, M. Alain-Claude Bilibinze. Ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, M. Jean-Fidèle Otando. Ministre d'État, ministre de l'Habitat, M. Michel Menga Messon. Ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jean-de-Dieu Moukani Iwangu. Ministre de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement, M. Jean-Marie Ogandaga. Ministre de la Promotion des investissements et des partenariats publics-privés, Madame Madeleine Baird. Ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines, M. Christian Magnagna. Ministre du Pétrole et des Hydrocarbures, M. Pascal Wani Ambouroué. Ministre de l'Eau et de l'Énergie, M. Patrick Eyogo Edzang. Ministre de l'Égalité des chances, chargé de la décennie de la femme, Mme Estelle Andor. Ministre de l'Agriculture et de l'élevage, chargé du programme Graines, M. Biendi Maganga Moussavou. Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, M. Julien Kogué Bekale. Ministre de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat national, Mme Carmen Ndaou. Ministre des Eaux et Forêts, chargé de l'Environnement et du Développement durable, M. Jacques-Denis Tsanga. Ministre de la Fonction publique, de la modernisation du service public, chargé de la réforme de l'État, M. Ali Akbar Onanga Yobege. Ministre du Commerce, M. David Padinga. Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Jeunesse, chargé de la formation professionnelle, M. Arnaud Calixte Nganji Alandji. Ministre de la Pêche et de la Mer, Mme Chantal
Loupdi. Ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, M. Noël Nelson Messon. Ministre des Transports et de la Logistique, M. Justin Doudangoy. Ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, M. Guy Mexon Mamiaka. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi des actes du dialogue, M. Placide Ndong Meyo. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, chargé de la décentralisation et du développement local, Mme Patricia Taillé. Ministre délégué auprès du ministre de la Communication, Mme Chantal Akwoso. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, de la Prospective et de la Programmation du Développement, M. Hilaire Machima. Ministre délégué auprès du ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines, Mme Paul Christiane Gondi Boila. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mme Edwige Beta Essoukou. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, Mme Irène Linzonzo. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de la francophonie et de l'intégration régionale, Mme Clotilde Chantal Boumba Loué. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Équipement, des Infrastructures et des Mines, M. Jean-Marie Obamondo. Ministre délégué auprès du ministre de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, M. Jonathan Toutoum-Gom. Ministre délégué auprès du ministre des Eaux et Forêts, chargé de l'environnement et du développement durable, Mme Léa Mikala. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Sports et de la Culture, chargé du tourisme, Mme Laetitia Diwekou. Voilà pour la composition du nouveau gouvernement. Tout autre chose à présent, ils étaient 47 membres du conseil municipal de la commune d'Ovendo à se pencher sur l'examen et adoption du budget primitif de l'année 2018. Celui-ci connaît une diminution en raison de la conjoncture économique défavorable. Nous avons voté le budget primitif, exercice 2018, pour un montant de 3 645 885 140 francs, contre 3 750 814 989 francs pour l'exercice 2017. C'est ce qui ressort du conseil d'administration de la commune d'Ovendo, tenu ce jeudi au sein de l'hôtel de ville. 47 conseillers étaient réunis pour examiner et adopter ce budget de l'année 2018. Le président du conseil donne la raison de la diminution de ce budget de 104 millions de francs CFA. Nous savons qu'il y a la crise qui est mondiale. Et là, la commune d'Ovendo n'est pas à marge parce qu'il y a eu des taxes qui n'ont pas été recouvrées et qui avaient été budgétisées. Parce que nous voulons être réalistes, notamment la taxe sur la propriété, parce que c'est 10 000 francs par an et par ménage. Et le plus souvent, nous avons commencé à faire cet exercice et nous avons rencontré beaucoup de résistance. Au chapitre des échanges intenses entre les membres du conseil figurait le complexe sportif, dont les travaux ont débuté depuis des années et restent inachevés. Nous avons le plateau sportif et ce sont les retouches que nous sommes en train de faire parce que nous voulons que ce plateau sportif réponde aux normes internationales et nous avons sollicité l'expertise des experts qui sont venus identifier quelques manquements que nous sommes en train de corriger. Ce conseil municipal est conforme aux dispositions de l'article 163 du décret 0094/PR-MBPC du 8 février 2016. Aussi, le conseil a autorisé l'augmentation de 480 millions à 630 millions de l'enveloppe allouée à la société Sanivit en charge de la propriété de la ville.
Venue des quatre coins du pays, la population gabonaise a tenu à rendre un vibrant hommage hier soir à celui qu'on appelait affectueusement le Baobab Mac Joss. Suivant. On se croirait à une finale de handball au Palais des Sports de Libreville. Ce n'est pas le cas. Il s'agit des fils et filles du pays venus nombreux rendre hommage à Christian Makaya, communément appelé Mac Joss. C'est une grande émotion d'être là parce que c'était un grand artiste, un grand baobab qui a fait presque danser toutes les générations. Mac Joss, c'est l'icône de la musique gabonaise. C'est notre Johnny Hallyday du Gabon, pour ne pas dire notre Michael Jackson du Gabon, parce que tous les Gabonais ont écouté un jour Mac Joss. Mac Joss a fait danser toutes les générations. Comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Il est resté en nous. Makaya a marqué son cœur. Sans son époque, nous sommes là. C'est pour venir apporter notre soutien à sa famille. Un moment de tristesse, certes, mais également de réjouissance, parce que ce passionné, ce dévoué de la musique a été dignement accompagné par toutes les générations musicales. J'ai perdu un ami de longue date. Nous avons commencé presque ensemble, mais moi avant, lui après. Et nous avons cheminé longtemps jusqu'à aujourd'hui qu'il est mort. On n'a jamais été séparés en amitié. Sa mort, c'est presque moi-même. C'est sa famille aussi. C'est ma famille. Aujourd'hui, mais c'est de voir, comprendre l'héritage qu'il nous a laissé. Ces belles mélodies et que ces jeunes comprennent qu'il faut marquer son passage dans la vie. Et ça fait toujours mal quand l'autre s'en va et que vous restez. Ça fait mal. Et je suis très heureux parce qu'au moins il y a la participation de tout le monde. Ça prouve que bon, il y a cette affection quand même qu'on a envers quelqu'un qui a apporté sa contribution au développement d'un secteur. Son orchestre Masako n'a pas manqué de faire revivre aux populations leur moment d'intimité en reprenant ses titres phares. La dépouille de Christian Makaya a pris la route pour son village natal ce matin, où les obsèques se poursuivent avec une autre partie de sa famille. L'actualité internationale nous amène d'abord au Tchad où le gouvernement vient de démissionner conformément à la nouvelle constitution. Le texte adopté par le Parlement instaure un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Le Premier ministre tchadien Albert Payimi Padaké et son gouvernement ont remis leur démission ce jeudi conformément à la nouvelle constitution qui supprime le poste de Premier ministre. La nouvelle constitution annonçant la 4e République tchadienne, adoptée lundi par le Parlement, a été promulguée vendredi par le chef de l'État, Idriss Déby Itno, au cours d'une cérémonie officielle. Le texte renforce les pouvoirs du président tchadien avec la mise en place d'un régime présidentiel intégral sans Premier ministre ni vice-président. Ce texte est issu des résolutions d'un forum rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, tenu en mars dernier mais boycotté par l'opposition et une partie de la société civile. Un recours en annulation contre le projet de loi constitutionnelle déposé mercredi par 26 députés de l'opposition au Conseil constitutionnel a été rejeté ce jeudi à l'issue de la plénière de cette institution. L'opposition, des organisations de la société civile et l'Église catholique avaient demandé que la nouvelle constitution soit adoptée par référendum et non par voie parlementaire. La plupart des députés de l'opposition ont boycotté le vote de la nouvelle constitution lundi à l'Assemblée. Au Tchad, dirigé depuis 1990 par le président Déby, des élections législatives repoussées depuis 2015 devraient avoir lieu avant la fin de l'année. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a lancé ce vendredi la campagne de son parti, la ZANU-PF, pour les élections générales de juillet, les premières depuis la chute de Robert Mugabe, en promettant à ses troupes une victoire sans bavure. Ce vendredi, Emmerson Mnangagwa, président zimbabwéen, a lancé officiellement sa campagne, comptant pour les élections de juillet, promettant une victoire sans bavure.
Ces élections interviennent quelques mois après la chute de Robert Mugabe, au cours desquelles Emmerson Mnangagwa lui a succédé en novembre dernier, à la faveur d'un coup de force de l'armée et du parti au pouvoir. La victoire du parti révolutionnaire est certaine. Ce lancement marque donc le début d'un dur labeur, honnête et centré sur les gens pour gagner le cœur et l'esprit des électeurs. Non pas comme une fin en soi, mais parce que nous savons que le Zimbabwe est en sécurité entre les mains du parti ZANU-PF. Le président a appelé tous les candidats à solliciter les voix du peuple avec humilité. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voter pour vous. Mais nous pouvons persuader les gens de voter pour nous en leur montrant que notre parti révolutionnaire a un passé, une présence et une vision pour l'avenir. Candidat à sa propre succession, le chef de l'État promet depuis 6 mois de relancer l'activité économique, notamment par la relance des investissements étrangers et de lutter contre la corruption. En France, arrivé il y a moins de 2 ans, le patron d'Air France KLM, Jean-Marc Janaillac, démissionne après le rejet par les salariés du projet d'accord salarial mis sur la table pour sortir du conflit qui mine la compagnie tricolore depuis plus de 2 mois. Avec le sentiment de m'être sincèrement et totalement engagé depuis 2 ans, j'ai ce soir un immense regret que nous n'ayons pas, au sein d'Air France, été capables de recréer les conditions de la confiance. Je vous remercie. Les personnels d'Air France qui ont massivement participé à la consultation, soit 80,33%, ont voté non à 55,44%. Jean-Marc Janaillac, 65 ans, arrivé en juillet 2016 aux commandes du groupe franco-néerlandais, en a tiré la conclusion en annonçant son départ quelques minutes plus tard devant la presse. Avec 55,44% des suffrages exprimés, les salariés se sont majoritairement prononcés pour le non. Je n'ignorais pas que toute démarche de consultation de ce type comportait le risque que s'expriment, au-delà de la question posée, toutes les insatisfactions et les impatiences encore nombreuses dans la compagnie. Ce dernier convoquera le conseil d'administration le 9 mai prochain. Ce vendredi, le groupe Air France KLM a annoncé une perte nette de 269 millions d'euros au premier trimestre, plombée par 3 journées de grève les 22 février, 23 et 30 mars. Air France n'a pas les moyens de perdre plus de temps, de subir des divisions internes et de faire douter ses clients, ses partenaires comme ses actionnaires. J'espère désormais qu'Air France saura se donner les moyens de son rebond, saura engager sa transformation profonde, saura dépasser un dialogue social dont le fonctionnement appartient à un autre temps et surtout saura oublier les clivages et les rancœurs pour sortir de la défiance qui la mine. Au total, le coût des 11 journées de grève étalées entre le 22 février et le 24 avril est estimé à 300 millions d'euros par la direction qui prévoit d'ores et déjà un résultat d'exploitation en 2018 en baisse sensible par rapport à 2017 où il avait atteint 1,9 milliard d'euros. Et le Parti républicain du peuple, principale formation d'opposition en Turquie, désigne l'un de ses plus féroces orateurs en la personne du député Muharrem İnce comme candidat à l'élection présidentielle anticipée de juin pour porter le fer contre Recep Tayyip Erdogan. Avec la permission de Dieu et la volonté du peuple, je serai élu président le 24 juin. Étant quelqu'un qui a porté le badge du CHP, je serai un président impartial. Je vous confierai mon badge. Cet ancien professeur de physique et chimie aura fort à faire pour renverser le président Erdogan. Cet homme qui règne sans partage sur la scène politique turque depuis 15 ans et entend asseoir davantage son pouvoir le 24 juin.
Le double scrutin présidentiel et législatif sera en effet particulièrement important avec l'entrée en vigueur des mesures renforçant les pouvoirs du président en vertu d'une révision constitutionnelle que Erdogan a fait valider par référendum l'an dernier. Les protagonistes du double scrutin anticipé sont désormais connus, Erdogan et Heinz. La dame de fer turque Meral Akşener et l'icône kurde écrouée depuis plus d'1 an s'affronteront lors d'une campagne qui s'annonce rugueuse. Lors de son premier discours en tant que candidat, Muharrem Heinz s'est engagé à être le président de tous et à être impartial s'il était élu. À moins de 2 mois du double scrutin initialement prévu en novembre 2019, les principaux candidats s'activent, tandis que les manœuvres électorales se multiplient en coulisses. Une interrogation concerne les conditions dans lesquelles le HDP fera campagne. Il a désigné son chef de file pour la présidentielle, mais celui-ci est emprisonné depuis novembre 2016. Le HDP doit lancer sa campagne vendredi avec 2 rassemblements simultanés en fin d'après-midi à Istanbul. Mahmoud Abbas est reconduit à la tête de l'Organisation de libération de la Palestine à l'issue d'une réunion du Parlement de l'OLP marquée par ses propos controversés sur les Juifs. Le président palestinien Mahmoud Abbas a été réélu à la tête du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine ce jeudi, à l'issue d'une session de 4 jours du Conseil national palestinien CNP, Parlement de l'organisation, organisée à Ramallah en Cisjordanie. 9 nouveaux membres ont été élus pour siéger dans ce comité qui compte 15 membres. Les membres du comité exécutif se sont concertés et ont décidé d'élire le Raïs Abou Mazen, président du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. La réunion du CNP entamée lundi avait pour objectif de discuter d'une stratégie à mettre en œuvre à la lumière de la décision américaine de reconnaître Al-Quds occupé en tant que capitale d'Israël et d'y transférer l'ambassade des États-Unis et d'examiner la situation interne en Palestine. J'ai décidé avec les autres membres de nommer Ahed Tamimi, membre d'honneur du Conseil national. Sur les 740 membres que compte le CNP, une centaine avaient fait savoir dans une lettre qu'elle boycotterait la rencontre, notamment des dizaines d'alliés du Hamas, le plus grand parti palestinien derrière le Fatah du président Abbas. À présent, le rappel des titres. Au Gabon, le cabinet Issou-Ngonde III est désormais connu. Le nouveau gouvernement participera à son premier conseil des ministres mardi, convoqué par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Au Tchad, démission du Premier ministre et de son gouvernement avant la promulgation de la Constitution, marquant le passage du pays à la 5e République. En Turquie, le CHP, principal parti de l'opposition laïque, a désigné ce vendredi Muharrem İnce, un de ses élus les plus combatifs, pour défier Recep Tayyip Erdogan lors des élections présidentielles anticipées le 24 juin. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis.